Salut tout le monde. Ce soir, nous déballons les secrets pas très romantiques d'un monde saturé de dentelles, de regards en coin et de compétitions silencieuses autour d'un pudding tiède. Oui, vous vous apprêtez à plonger dans les couloirs feutrés mais impitoyables des marchés matrimoniaux à l'époque victorienne. Oubliez le romantisme. Ici, l'amour est une transaction et votre sourire, même crispé, est votre meilleure devise. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Dites-moi aussi dans les commentaires d'où vous m'écoutez et quelle heure il est là-bas. J'adore savoir à quel fuseau horaire mes histoires font bâiller. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Vous êtes là, raide dans un corset qui vous cisaille les côtes, les pieds bien calés dans des bottines dont les talons grincent sur le parquet du salon. Autour de vous, le bruissement des crinolines, le tintement des coupes de sherry et les regards. Ah, les regards, sondants, jaugeants, calculants. Bienvenue dans un bal de présentation à Londres, vers 1860. Un peu comme une exposition canine, mais avec plus de dentelles et moins de langues pendantes. Enfin, en théorie. On vous a enduit les joues de carmin discret, on vous a fait réciter vos compliments en français, sans vraiment expliquer à quoi ça sert, et on vous a recommandé de ne jamais, au grand jamais, évoquer un sujet aussi vulgaire que vos opinions. Autour de vous, d'autres jeunes femmes, tout aussi empaquetées, s'entraînent à l'art de l'immobilité élégante. Elles sourient, mais avec modération. Riez trop fort et vous devenez vulgaire. Ne riez pas du tout et vous voilà taxé de froideur. Vous êtes un équilibre instable, comme un soufflet qu'on n'ose pas ouvrir trop tôt. Et vous, vous déambulez. Car ce soir, vous êtes une vitrine, un produit, présenté à un défilé de messieurs, jeunes et moins jeunes, souvent accompagnés de leur mère, elle-même d'anciennes prétendantes, recyclées en stratégistes du mariage. Certains hommes vous observent comme on regarde un cheval au marché. Bonne posture, bon hanche pour la descendance, pas trop de caractère visible. Les historiens se disputent encore pour savoir si ce système victorien, basé sur le contrôle féminin, la hiérarchie sociale et les attentes économiques, était plus brutal qu'hypocrite ou l'inverse. Mais une chose est sûre, le romantisme n'y avait qu'un strapontin, coincé entre la dot et le bon nom de famille. Un fait peu connu, les bals de présentation étaient parfois organisés comme des vitrines classées avec des codes plus implicites qu'un dîner chez les Windsor. Une robe bleu clair signalait une jeune fille encore fraîche, alors qu'un ton ivoire pouvait indiquer qu'elle avait déjà connu un échec de fiançailles. Oui, même la couleur de vos volants racontait une histoire, pas celle que vous vouliez nécessairement, mais une histoire quand même. Ah, et parlons de l'accessoire clé de la soirée, le chaperon. Ce n'était pas juste une vieille dame qui faisait tapisserie. Elle prenait des notes mentales, analysait les échanges et décidait qui méritait un second regard. Votre propre mère pouvait parfois vous saboter involontairement, en gloussant trop fort à une blague d'un prétendant ou en vous rappelant de respirer par le nez. Vous ne pouviez pas danser 2 fois de suite avec le même homme. Ce serait inconvenant. Ce genre de proximité risquait de faire croire que vous étiez disponible, voire intéressé. Et ça, c'était tout bonnement indécent. La stratégie, c'était la dispersion affective. Souriez à tout le monde. Ne donnez votre attention à personne. Un peu comme sur Instagram, mais sans l'algorithme. Et si vous pensiez que les bals n'étaient que festifs, détrompez-vous. Il existait des catalogues privés, écrits à la main ou imprimés à faible tirage, où les mères notaient leurs observations sur les candidates et candidats. Des sortes de Yelp victoriens en quelque sorte. Miss Harriet W., 17 ans, peau parfaite, mais père impliqué dans une sombre affaire de charbon. À surveiller. Un autre fait délicieux. Certaines familles engagées dans la haute stratégie du mariage faisaient venir des professeurs spécialisés pour entraîner leurs filles à marcher. Oui, à marcher. Pas trop vite. Cela manque de grâce.
Pas trop lentement, cela fait sotte. Pas trop droit, arrogante. Pas trop souple, leste, donc douteuse. Une marche de 14 secondes entre le piano et le fauteuil pouvait décider de votre avenir conjugal. Et vous, là, vous tentez de garder la tête haute malgré la sueur qui perle sous votre bonnet en soie. Une jeune fille trébuche près du buffet. Catastrophe. Elle ne se relèvera pas, au sens social du terme. On l'aura oubliée avant le dessert. À côté de vous, une rivale éternelle, Miss Gwendoline, rit doucement à la blague d'un colonel revenu d'Inde. Elle a un rire formé en pension, une raie parfaitement centrée et un bracelet hérité de 3 générations. Vous avez une perle de sueur qui descend le long de votre colonne vertébrale et une envie très forte de vous enfuir par la porte de la véranda. Mais ce n'est pas le moment. Vous devez être visible, aimable, épousable. Et si tout se passe bien, peut-être qu'un monsieur vous invitera à danser. Une danse? Pas 2. N'espérez pas trop. Le jeu vient à peine de commencer. Le lendemain matin, vous êtes réveillé bien trop tôt pour quelqu'un qui a passé sa soirée à sourire jusqu'à l'engourdissement. La gouvernante entr'ouvre les rideaux en chuchotant « Quelle belle journée pour un bon mariage !» Ce qui est, bien sûr, une façon passive-agressive de dire que votre avenir dépend de votre comportement à l'heure du thé. Car oui, aujourd'hui, on passe aux choses sérieuses. Les chiffres. La romance, dans l'Angleterre victorienne, avait un prix. Et vous êtes en train d'en devenir l'étiquette. Votre famille vous convoque dans le petit salon. Pas pour discuter de vos sentiments, évidemment, mais pour vous exposer, calmement, comme on lit un bilan comptable, les termes acceptables d'un futur mariage. Pas en dessous de 2000 livres par an de rente. Titre de propriété exigé. Mère encore vivante. Complications potentielles. La dot. Ce mot-là, vous le connaissez depuis vos premières leçons de maintien. C'est la somme d'argent que vos parents verseront au futur époux. En gros, un pot de vin légal pour garantir que quelqu'un accepte de vous prendre en charge. Plus elle est élevée, plus vous êtes convoité. Moins elle l'est, plus vous devenez un projet de charité. Les historiens débattent encore sur le poids réel de la dot dans les alliances de la classe moyenne par rapport à l'aristocratie, mais dans toutes les strates de la société, la logique reste la même. Vous êtes une dépense à rentabiliser. Un bon mariage peut sauver une famille endettée, préserver un domaine en ruine ou asseoir un statut qui commence à tanguer. Vous êtes un placement, et comme tout bon placement, vous avez un profil. Vos qualités listées dans l'ordre de priorité, fortune, santé apparente, savoir-faire domestique, dentition correcte, maîtrise du piano, connaissance de l'allemand, mais pas trop. Peau claire, idéalement sans tache de rousseur, silhouette conforme, discrétion assurée. Les émotions, elles, n'ont pas de colonne dans le tableau. Si vous êtes né dans une famille un peu plus originale, peut-être que vous avez reçu une formation au calcul conjugal, savoir combien coûte l'entretien annuel d'un domaine, calculer le rendement d'un mariage dans une famille avec 5 fils et donc beaucoup d'héritiers, ou estimer la rentabilité d'un titre sans fortune. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'algèbre romantique. Et que dire de la noblesse désargentée? Les comtes fauchés, les baronnets sans baronnie, les héritiers au bord de la faillite. Ces hommes, souvent brillants, danseurs et flatteurs professionnels, sont les prédateurs préférés des dotés. Un bon mariage peut leur sauver le patrimoine. À vous, il vous coûtera probablement votre liberté. Une anecdote amusante. En 1852, un journal londonien satirique publie une fausse annonce matrimoniale d'un jeune homme. Noble de naissance, sans ressources, cherchant demoiselle riche, à forte myopie sentimentale. Il a reçu 36 réponses en 2 semaines. Ce n'est pas qu'une blague, c'est un miroir. Mais parfois, c'est la jeune fille qui coûte cher. Les réputations entachées, même par des ragots sans fondement, font baisser le prix. Une sœur tombée en disgrâce? Une cousine un peu trop exubérante? Vous voilà en liquidation, égard à celle qui ose refuser un prétendant de bon rang.
elle risque de ne plus recevoir d'invitations, victime d'un boycott social non déclaré. Par ailleurs, saviez-vous que certaines dotations étaient indexées? Oui, selon l'âge ou la situation du prétendant. Un homme avec un titre recevait plus. Un second fils sans terre, moins. Certaines clauses spécifiaient même que la jeune fille devait prouver sa vertu, en restant dans un pensionnat jusqu'au mariage, comme une garantie de fabrication. Et vous, là, vous êtes assise, écoutant poliment vos parents qui comparent vos options avec la froideur d'un devis. Lord B est séduisant, mais endetté. Mr. C est jeune, mais sans avenir. Le colonel D, trop vieux, mais veuf, ce qui signifie qu'il sait déjà comment gérer une épouse. Chaleureux, non? Une blague courante dans les salons de Bath disait qu'un bon parti devait posséder un nom, une maison et au moins 2 serviteurs visibles. Et si l'un des serviteurs toussait pendant la visite, on rediscutait les termes du contrat. Les historiens s'écharpent encore sur la manière dont ces critères rigides ont pu paradoxalement renforcer certaines femmes intelligentes capables de tirer avantage du système en négociant comme des politiciennes en robe de soie. Mais ce pouvoir restait conditionnel, fragile, souvent éphémère. Il vous suffisait de tomber malade, de perdre un oncle providentiel ou, pire, de vieillir d'1 an. À la fin de l'après-midi, votre mère vous fait relire votre broderie pendant que votre père envoie une lettre à un notaire discret. Demain, on verra si Lord B veut bien prendre le thé. Et vous, entre 2 points de croix, vous vous demandez combien vaut votre avenir et s'il y aura assez de place dans votre nouvelle maison pour vos idées, vos rires spontanés ou votre rêve secret d'ouvrir une petite librairie. Réponse: probablement pas. Vous êtes dans le salon, en train de jouer du piano pour la 3e fois aujourd'hui, mais pas parce que vous aimez particulièrement cet instrument. C'est une démonstration, bien sûr, une de plus. Et pendant que vos doigts glissent sur les touches en ivoire, vous jetez un œil à votre tante Agatha, qui tricote dans un coin, l'air inoffensif. Erreur. C'est elle, votre agente matrimoniale numéro 1. Elle ne dit rien, mais son carnet d'adresses est une arme redoutable. Elle sait qu'il y a un domaine en Écosse, mais une ange fragile, qui vient d'hériter d'un vignoble, mais souffre d'une légère tendance à l'alcoolisme mondain, et qui cherche désespérément une épouse bien élevée depuis que son nom a été sali par une histoire de mâle égaré à Brighton. Une entremetteuse en gants de dentelle, voilà ce qu'elle est, car les mariages, dans l'Angleterre victorienne, ne se font pas seulement au bal ou au jardin d'hiver. Ils se trament en coulisses, dans les lettres échangées entre tantes, dans les dîners avec des sièges soigneusement assignés, dans les promenades impromptues organisées, tout à fait par hasard, entre 2 propriétés voisines. Les historiens débattent encore de l'influence réelle de ces entremetteuses informelles sur le marché matrimonial, mais les lettres privées et journaux intimes révèlent à quel point elles constituaient l'infrastructure invisible de ce petit théâtre. Certaines femmes allaient plus loin. Elles ouvraient carrément des bureaux matrimoniaux. Oui, bien avant les applications de rencontres, l'époque victorienne a connu ces agences avec vitrines et secrétaires. Pour quelques guinées, un homme pouvait consulter un catalogue de jeunes filles avec leur âge, leur revenu présumé, leur tempérament général et, parfois même, la taille de leurs chevilles. On ne plaisante pas. Une anecdote documentée mentionne une certaine Madame Broughton, à Manchester, qui organisait des entretiens exploratoires entre prétendants dans un salon décoré avec des tentures rassurantes et du thé servi tiède pour éviter tout élan inapproprié. Elle refusait toute cliente, d'humeur trop vive, et interdisait la conversation sur les animaux de compagnie. Le mariage est une affaire sérieuse, pas une foire, répétait-elle. Et parfois, les entremetteuses ne se contentaient pas de proposer. Elles espionnaient. Votre tante Agatha, par exemple, a peut-être discrètement vérifié la cave de la famille Kingsley avant de valider l'intérêt de leur aîné pour vous. Il paraît que le vin trop jeune est un signe d'imprudence financière. Et Dieu sait que l'imprudence ne fait pas bon ménage avec la respectabilité. Et vous? Vous n'avez pas voix au chapitre. On vous informe, on vous suggère, on vous habille. Tout ce qu'on attend de vous,
C'est un hochement de tête modeste et une capacité à maintenir une conversation tiède autour du dernier concert au Queen's Hall. Mais voilà qu'arrive l'agent matrimonial moderne. Un homme, cette fois, payé par la famille de l'époux pour certifier la convenance de la future épouse. Il examine vos lettres, votre carnet de dépenses, votre manière de tenir une fourchette. Il vous regarde comme un inspecteur des douanes examine une valise suspecte. Sa conclusion? Vous êtes tout à fait correcte, bien que peu expansive. C'est un compliment. Enfin, on suppose. Une touche comique. Une dame de la haute société a raconté dans ses mémoires avoir été rejetée par un prétendant à cause d'un rire jugé trop grave pour une femme mince. Comme quoi, même vos cordes vocales pouvaient devenir un facteur de rejet. Et ce n'est pas fini. Certains journaux publiaient des encarts anonymes, de véritables petites annonces victoriennes. Gentleman de bonne éducation, 35 ans cherchant dame pieuse avec revenu stable pour vie tranquille. Traduction: solitaire, anxieux et probablement allergique aux conversations non bibliques. Et les femmes aussi s'y mettaient. Une certaine C.D. de Liverpool décrivait ses attentes comme suit. Veut un homme doux, sans dette et aimant les rosiers. Ne tolère ni les gros chiens ni les moustaches trop longues. On la comprend. Un mauvais chien peut gâcher un mariage. Une mauvaise moustache aussi. Mais dans ce grand échiquier social, chaque mouvement est calculé. Un mot de travers, une robe un peu trop voyante, une rumeur infondée. Tout peut ruiner des mois d'efforts. Votre tante vous recommande de ne pas porter de violet. Cela attire les regards des veuves, et de ne jamais finir votre tasse de thé avant votre interlocuteur. Cela indiquerait de l'impatience. Et vous, vous êtes la patience incarnée, ou vous devez au moins faire semblant. Les historiens se demandent encore si ces tactiques d'approche rendaient vraiment les mariages plus solides, ou s'ils ne faisaient que retarder l'inévitable désillusion. Mais dans l'immédiat, on s'en moque. Ce qui compte, c'est que vous ayez reçu une invitation à une promenade à Hyde Park dimanche prochain. Une promenade stratégique, évidemment, avec un certain Mr. Pelham, qui, selon votre tante, possède un sourire correct et un cousin pasteur. Autrement dit, mariable. Le dimanche suivant, vous êtes debout devant la psyché de la chambre d'amis, ajustant pour la 4e fois votre capeline. Pas trop inclinée, pas trop droite. On vous a dit que la position d'un chapeau révélait beaucoup de choses sur votre personnalité. Penchée à gauche, un esprit frivole. Trop droite, arrogante. 1 centimètre de travers et votre réputation chancelle comme une gelée mal prise. Mais vous ne sortez pas vraiment pour prendre l'air. Vous sortez pour exister, pour circuler dans les bonnes allées, au bon rythme, devant les bonnes personnes. Hyde Park, en cette belle fin de matinée victorienne, n'est pas un parc, c'est une scène de théâtre. Et vous, actrice, malgré vous, êtes vêtue pour impressionner, mais sans paraître le vouloir. Vous marchez aux côtés de Mr. Pelham, qui parle surtout de ses chevaux et un peu de sa tante, visiblement tyrannique. Il est poli, il ne vous regarde presque jamais dans les yeux, et il vous a déjà demandé 2 fois si vous jouiez au whist. Vous répondez doucement, comme une feuille de thé infusée une seule fois. Autour de vous, le décor est d'une beauté un peu glaçante. Les promeneurs sont ordonnés, les sourires sont calculés, et les canards semblent mieux à l'aise que vous. L'odeur est celle du printemps, mais aussi du parfum capiteux des jeunes filles aspergées d'espoirs conjugaux, et pourtant ce n'est que le début d'un long cycle, la saison. Entre avril et août, Londres se transforme en grand supermarché matrimonial. Les familles aisées y louent des résidences temporaires, participent à un marathon de bals, de dîners et de gardes en partie. L'objectif? Caser la fille. On vous inscrit à des événements comme à une loterie. On ne sait jamais. Peut-être qu'au 8e bal, quelqu'un remarquera votre taille modeste mais harmonieuse. Peut-être qu'à la 15e réception, un cousin éloigné fera soudain une offre.
Mais pour cela, il faut être présente. Et être présente, cela signifie être belle, discrète et disponible, sans jamais paraître désespérée. Les historiens se disputent encore sur l'importance réelle de la saison pour les alliances de rang intermédiaire. Certaines familles n'y voyaient qu'un gouffre financier. D'autres y mettaient leur dernier espoir, comme une prière prononcée avec des gants blancs. Vous êtes là, dans une serre, à écouter une vieille comtesse parler de ses varices pendant que sa fille, à moitié évanouie dans un corset trop serré, fait semblant d'aimer les tulipes. Le thé est tiède, les petits gâteaux sont trop sucrés, et tout le monde semble légèrement sur le point de s'effondrer. Et pourtant, l'enjeu est immense. Rater sa première saison, c'est risquer d'être étiqueté comme mal assorti pour les suivantes. Une fille qui ne trouve pas d'époux dans l'année de ses débuts mondains devient une curiosité, voire un avertissement. Elle est encore là, cette année? Voilà le genre de murmure que vous redoutez. Et que dire des détails les plus absurdes? Les catalogues de bals, par exemple, qui recensent les danses prévues pour chaque invité, accompagnés des noms préimprimés de leurs partenaires. Une erreur d'impression. Et vous dansez 2 fois avec le même homme. Un scandale mineur, certes, mais dans ce monde-là, les scandales mineurs laissent des cicatrices sociales profondes. Un fait étrange, mais vrai, certaines jeunes femmes, souvent les plus riches, engagèrent des précepteurs pour apprendre à rire de manière mélodieuse. Pas trop fort, pas trop aigu. Un rire reproductible, à volonté, car un rire réussi, bien placé, pouvait séduire un prétendant plus sûrement qu'un discours sur les bienfaits de l'irrigation agricole. Vous vous souvenez de Miss Gwendoline? Elle a eu un fou rire en pleine promenade équestre, et cela a fait le tour des salons en 48 heures. On murmure qu'un baronnet s'est désisté après l'avoir entendu glousser en public. C'est cruel, mais la cruauté est habillée en soi dans ces cercles-là. Et puis, il y a l'odeur. Vous ne l'oubliez jamais. Un mélange de poudre de riz, de lavande bon marché et d'effluves nerveux dissimulés sous des couches de mousseline. Les fleurs coupées dans les salons ne suffisent pas à masquer l'arôme subtil de l'angoisse socialement contenue. Une anecdote surprenante. Une jeune lady a été temporairement bannie d'un cercle mondain pour avoir éternué sans se couvrir correctement. Il paraît que c'était peu gracieux et troublant pour les jeunes hommes timides. Vous toussez dans votre gant, par précaution. Et votre corset? N'en parlons pas. Ce n'est pas un vêtement, c'est une promesse. Une promesse de maintien, de discipline, d'abdication. Il faut que votre silhouette parle avant vous, qu'elle dise « Je suis conforme, je suis agréable, je suis digne d'un contrat matrimonial ». Les historiens s'accordent au moins sur une chose. La pression psychologique des saisons était telle que certaines jeunes filles sombraient dans des états d'épuisement nerveux, appelés élégamment troubles féminins. En réalité, c'était juste trop. Trop d'observation, trop de silence, trop d'attente. Et vous, en ce moment, vous prenez une gorgée de limonade tiède dans le jardin d'une baronne myope. Vous avez mal aux pieds? Vous avez entendu parler de mariage 6 fois depuis ce matin. Et vous savez, au fond, que ce n'est que la première semaine. Il paraît que M. Pelham a demandé s'il pouvait vous revoir au concert de jeudi. C'est bon signe. Ou pas. Tout dépendra de votre manière de tenir votre éventail et de celle de votre tante de lire entre les lignes. Vous êtes assise dans un canapé bien trop dur pour y trouver du réconfort face à un gentleman en redingote impeccable qui vous parle des mérites comparés des différents types de clôtures pour moutons. Oui, des clôtures. En bois, en pierre, en fil de fer. Il semble passionné. Vous êtes à 2 doigts de vous transformer en clôture vous-même, tant votre cerveau s'est mis en veille. Mais ne vous y trompez pas, ce monsieur n'est pas là pour discuter de pastoralisme, il est ici pour évaluer. Et vous aussi, car même s'il parle mouton, il pense portefeuille. À cette époque, chaque mot échangé dans un salon bien chauffé peut cacher une intention ou une tentative d'achat social. Bienvenue dans la tête du célibataire victorien. On les appelait gentlemen,
ces hommes de bon rang, parfois bien mis, souvent bien formés, toujours bien introduits dans les cercles mondains. Mais tous ne cherchaient pas une épouse par amour, loin de là. La moitié d'entre eux chassaient une dot, l'autre moitié aussi, mais avec plus de politesse. Il faut imaginer ces prétendants comme des chasseurs dans un labyrinthe parfumé. Ils observent, ils trient, ils investissent une conversation de 5 minutes, espérant récolter une fortune, ou au moins un domaine et une cuisine fonctionnelle. L'amour? On verra plus tard s'il reste du budget. Les historiens se chamaillent encore pour savoir si ces hommes étaient cyniques ou simplement résignés au système. Certains documents suggèrent qu'ils se sentaient piégés eux aussi. Pression familiale, obligation de lignée, terre à sauver, honneur à préserver. Mais en pratique, leur marge de manœuvre restait bien plus large que celle des femmes. Prenez Sir Alistair Worthington, par exemple, baronnet endetté, mais toujours invité. Il avait une manière bien à lui de séduire. Il récitait des poèmes de Byron, offrait des fleurs coupées à des jeunes filles en silence, puis laissait sa mère négocier la dot en coulisses. Une fois marié, il a disparu 6 mois en Italie, pour des raisons de santé. On n'a jamais su s'il était malade, amoureux ou simplement fâché avec l'idée de vivre avec sa femme. Et ce n'était pas rare. Une anecdote célèbre. Un certain Edward B., héritier d'une petite fortune dans le Yorkshire, a épousé une jeune femme charmante et fortunée, puis a passé les 2 premières années de leur mariage à bord d'un voilier, pour apprendre la navigation. Sa femme, elle, apprenait la solitude, entre 2 dîners glacés et un salon vide. Vous écoutez un autre candidat expliquer que la musique féminise l'esprit, mais que vous pouvez continuer à jouer du piano si cela vous amuse. Il ajoute qu'il ne tient pas à ce que sa future épouse participe aux discussions politiques à table. Très généreux de sa part. Une particularité savoureuse du marché conjugal de l'époque. Les guides? Oui, certains ouvrages imprimés à l'intention des jeunes hommes leur expliquaient comment choisir une épouse, efficace, convenable et résistante. On y trouvait des conseils du genre privilégier les hanches pleines, signe de fertilité, ou éviter les rieuses, elles cachent souvent un tempérament critique. Poésie, quand tu nous tiens, mais parfois ces chasseurs de dot se faisaient piéger. Une jeune femme, bien conseillée par une tante rusée, pouvait simuler la pauvreté, puis dévoiler sa fortune une fois l'amour, ou au moins l'affection modérée, acquis. Une sorte de reverse piège doré, rare mais réel. Et il y avait les autres, les sincères. Oui, certains hommes cherchaient une compagne de vie, pas une caution bancaire. Mais ces doux idéalistes étaient souvent moqués ou vus comme un peu simples d'esprit. On disait d'eux qu'ils épousaient l'amour comme on épouse un vent, instable et sans intérêt. Une expression populaire de l'époque disait « Une femme doit être belle pour séduire, mais riche pour rester mariée ». Elle résume bien l'esprit du temps. Une autre absurdité, les clubs pour gentlemen publiaient parfois de petits bulletins internes où les jeunes membres notaient, en code, leur impression sur les jeunes filles croisées à tel ou tel bal. Clé de sol, sexe musicienne de talent. Fougère, sœur verte et naïve. Chiffre d'or, shares, dot supérieure à 10 000 lesros. Vous étiez littéralement des entrées de journal. Vous vous souvenez de Mr. Pelham? Il a disparu du paysage. Il paraît qu'il a été vu au bras d'une Américaine très bronzée et très riche. Vous êtes relégué à discuter avec M. Finlay, qui trouve que les femmes modernes lisent trop. Il ne plaisante pas. Et il a une haleine de bœuf Wellington. Et pourtant, on vous rappelle, restez charmante. Riez à demi. Laissez croire. Ne vous rebellez pas, même intérieurement. Ou du moins, cachez-le bien. Les historiens hésitent sur l'impact psychologique de cette constante négociation sociale, mais les lettres personnelles évoquent un sentiment de flottement. Comme si on jouait sa vie entière sur une partie de cartes, en espérant que votre sourire vaille un valet de cœur. Et vous, dans ce salon surchauffé, vous vous demandez soudain
si les clôtures à moutons n'étaient pas finalement un sujet moins douloureux. Un mardi humide, vous vous retrouvez dans le salon de Lady Pembroke, où le papier peint à motifs floraux semble vous crier de l'intérieur. Voici l'endroit où les rêves viennent mourir lentement sous une cloche à tarte. Autour de vous, 3 couples discutent en chuchotant d'un ton égal, comme s'il s'agissait d'un échange de conseils de jardinage. En réalité, ce sont des négociations. Ce n'est pas une réunion mondaine. C'est une transaction immobilière déguisée. Sauf qu'ici, le terrain, c'est vous. On vous sert du thé dans une porcelaine fine, puis on vous demande très poliment de vous retirer un moment, pendant que les adultes règlent quelques détails. Vous laissez derrière vous votre sourire et entrez dans la serre, là où il fait chaud, humide et vaguement hostile, comme l'ambiance conjugale qui vous attend peut-être. Car voilà comment cela se passe souvent. Une fois la parade sociale terminée, une fois les danses, les promenades et les poèmes murmurés sous les glycines achevés, on passe aux choses sérieuses. Et ces choses-là se discutent en livres sterling, en clauses notariales, en mètres carrés de propriété et en perspective de transmission. Vous pensiez encore, naïvement, que le mariage victorien contenait au moins une pincée d'affection romantique. Vous êtes adorable. Non, ici, c'est un arrangement. Un échange entre familles. 2 patrimoines qui fusionnent, 2 noms qui s'alignent, 2 généalogies qui négocient leur survie. Les historiens débattent encore sur la fréquence exacte des mariages d'intérêt pur chez la classe moyenne montante. Certains affirment qu'ils y voyaient une forme d'ascension, d'autres qu'ils imitaient simplement les manières de l'aristocratie désargentée. Mais dans tous les cas, ces alliances sont rarement des feux de passion. Prenez par exemple la clause sur les biens propres. Une jeune épouse devait souvent renoncer à la gestion directe de ses avoirs. Il passait sous l'autorité de son mari dès la signature du contrat. Bien sûr, certaines familles exigeaient que la dot soit protégée par des conditions précises, en cas de mort prématurée, de ruine, voire de conduite inappropriée. Une sorte d'assurance conjugale, mais en langage juridique. Une anecdote glaçante. Une jeune héritière écossaise, mariée à un gentleman charmant, mais joueur invétéré, a vu toute sa fortune fondre en un an. Ses parents, pourtant prudents, avaient négligé une clause dans le contrat. Aucune restriction sur les investissements innovants. L'homme a tout misé sur un élevage de vers à soie en Cornouailles. Les vers sont morts, et la jeune femme aussi, un peu, intérieurement. Mais il arrive que le cynisme prenne des tournures franchement comiques. Dans une lettre préservée au British Museum, un père écrit à un prétendant potentiel pour lui demander s'il accepte les dents de travers, à condition qu'elles soient peu visibles de profil. Le reste de la lettre détaille les atouts du domaine familial, les dettes en cours et le nom du chien. Et vous, où en êtes-vous? Eh bien, on discute de votre avenir sans vous. On compare votre dot à la taille estimée du domaine de Mr. Henley, qui a fait bonne impression au dernier bal malgré sa légère pelade et son rire nasillard. Il possède un verger, et pas de dette. Ce sont des arguments plus solides que toutes vos lectures de poésie romantique. Dans une autre pièce, un notaire note sur un document que la future épouse aura droit à un attelage complet le dimanche, mais devra s'abstenir de voyager seule. Traduction. Vous êtes bien traité, mais pas libre. Les maisons, d'ailleurs, jouent un rôle crucial. Beaucoup de jeunes filles se marient sans jamais avoir vu la demeure dans laquelle elles vont passer le reste de leur vie. Vous, on vous a montré une aquarelle, charmante, mais vous ne savez pas si la chambre donne sur la cour ou sur l'étable. Spoiler, ce sera l'étable. Et que dire du mobilier? Certaines familles exigeaient que l'épouse apporte ses propres meubles. Oui, littéralement. Une commode, parfois un piano, souvent un service à thé complet. Cela évitait aux maris de devoir acheter eux-mêmes des objets aussi accessoires. Les historiens s'accordent à dire que ces mariages contractuels
ont au moins permis à certaines femmes d'obtenir des garanties concrètes. Une rente personnelle, un droit à l'héritage en cas d'absence d'enfant mâle. Mais cela ne comble pas le vide d'un salon sans amour. Et pourtant, on s'en contente. Parce qu'on vous dit qu'à votre âge, avec votre teint un peu mat, votre rire un peu rauque et vos lectures un peu trop longues, ce mariage est une chance. Alors vous souriez et vous pratiquez mentalement la phrase que vous devrez répéter « Je suis très heureuse de cette union ». Une autre anecdote tristement savoureuse. Une jeune femme, fiancée à un homme 2 fois plus âgé, a envoyé une lettre à une amie où elle décrivait son futur époux comme solide, mais creux comme une cloche de bronze. Il sonne bien, mais on entend tout le vide. Vous attendez qu'on vous rappelle. On vous resserre du thé, et lorsqu'on vous fait entrer à nouveau dans le salon, vos parents ont l'air contents. Mr. Henley aussi. Il vous tend la main. Il a un morceau de tarte coincé entre 2 dents. Votre avenir. Et voilà. Félicitations. Vous êtes désormais mariés. On vous a glissé une bague au doigt, une promesse dans l'oreille et un contrat dans le dos. La cérémonie s'est déroulée sous un ciel menaçant, mais socialement acceptable, et tout le monde a souri. Même vous. Surtout vous. Le mariage n'était pas une fête, c'était une performance. Vous avez récité vos vœux avec la conviction d'une actrice bien notée dans les journaux de Bath. Vous avez mangé une tranche de gâteau trop dense, bu une coupe de champagne tiède et reçu des félicitations au ton étrangement inquiet. Car tout le monde sait que le spectacle est terminé. Place à la vraie vie. Et la vraie vie commence dans un manoir légèrement humide, avec trop de portraits d'ancêtres et pas assez de chauffage. Vous découvrez votre nouvelle maison comme on explore une caverne sans torche, lentement, en tâtonnant et avec un soupçon d'effroi. Mr. Henley, désormais votre époux, dort tôt, mange lentement et lit exclusivement des traités agricoles. Il ne parle presque pas, il n'a pas l'air méchant, il n'a pas vraiment l'air tout court. Il est là, physiquement, émotionnellement, un fantôme avec des pantoufles. Vous partagez vos repas dans une salle à manger dont les murs sentent l'amidon et les non-dits. Il vous pose parfois des questions. Avez-vous besoin d'un nouveau peigne? Le feu vous convient-il? Vous répondez par des sourires mesurés et des phrases prudentes. Vous êtes devenu une spécialiste du silence confortable. Ou du moins, supportable. Les historiens ne s'accordent pas sur la fréquence des mariages affectivement vides dans l'ère victorienne, mais les correspondances privées regorgent d'indices, lettres de femmes évoquant la fatigue d'être constamment polies ou le sentiment de habiter une maison de poupées sans tiroir. La solitude conjugale était si courante qu'elle en devenait invisible. Et vous apprenez à gérer une maison, à recevoir sans dire ce que vous pensez, à détourner les conversations délicates. Vous êtes devenue une maîtresse de maison, avec des rideaux bien repassés et une collection de porcelaine héritée. Le matin, vous supervisez les domestiques. L'après-midi, vous cousez. Parfois, vous lisez, mais pas les romans modernes, non. Cela dérange votre mari, qui craint les pensées trop vives. Alors, vous vous replongez dans les classiques approuvés. Addison, Pope, un ennui noble mais constant. Et puis, il y a les visites. Les voisines bien intentionnées viennent, parlent de confiture, de mousse dans les allées, de mariages ratés et de chapeaux trop audacieux. Vous hochez la tête, riez là où il faut. Parfois, vous surprenez une autre femme vous fixant longuement, comme pour vérifier si vous avez, vous aussi, cette petite fissure invisible dans le regard. Une anecdote discrète circule dans les salons. Une épouse, désespérée, a mis en scène la mort de son canari pour avoir une excuse à ne pas assister à un thé hebdomadaire. Elle aurait pleuré, récité un poème funèbre et s'est fait porter pâle 2 semaines. On la comprend. Les canaris sont parfois les seules créatures à écouter sans juger. La nuit, vous vous endormez tôt parce que vous n'avez plus rien à attendre du jour. Votre mari ronfle doucement. Vous regardez le plafond. Il a des craquelures. Vous aussi, un peu. Et pourtant, tout est parfaitement en ordre.
Votre nouvelle maison est respectée. Votre nom est reconnu. Vous avez une place à table, un fauteuil brodé à votre nom, une cloche pour appeler la bonne. Mais pas de place pour vos pensées intimes, vos élans soudains, vos envies d'inconnus. Les historiens débattent encore pour savoir si ces mariages, réussis sur le papier, ont protégé ou étouffé les femmes victoriennes. Certains avancent que la stabilité valait bien quelques sacrifices. D'autres y voient un lent effacement de l'individu derrière le masque de la convenance. Ce qui est sûr, c'est que très peu se plaignaient à voix haute, et encore moins prenaient la fuite. Et vous songez parfois à écrire un journal, à glisser des pensées dans un tiroir secret, mais vous vous ravisez. Cela aussi pourrait être lu, jugé, transformé en faiblesse. Alors vous vous contentez d'observer le jardin depuis la véranda. Les rosiers sont en fleurs. Les jours passent. On parle déjà de vous marier votre future fille, quand vous en aurez une. Espérons qu'elle ait votre teint, mais pas votre caractère, plaisante une tante. Vous souriez. Mais à l'intérieur, vous vous posez cette question simple et brûlante. Est-ce que quelqu'un, un jour, vous posera une question sans intention cachée? Juste, pour vous connaître. Le silence vous répond. Encore. Les semaines passent, puis les mois. Votre quotidien s'est fixé, comme de la gelée, au fond d'un moule en porcelaine. Stable, fade, inévitable. Vous êtes Madame Henley, maîtresse d'un domaine modeste, mais respecté, connue pour vos confitures à l'abricot et votre silence élégant. Une réussite sociale, dit-on. Une réussite. Et pourtant, un soupir discret vous échappe chaque matin, juste après que la bonne ait refermé la porte de votre chambre. Ce n'est pas de la tristesse, pas exactement. C'est plus diffus. C'est le sentiment d'avoir signé un bail avec le vide, renouvelable à vie. Mais vous avez de la chance. Vous, au moins, vous êtes marié, car dans votre entourage, certaines femmes n'ont pas eu cet honneur. Des amies d'enfance, des cousines, des connaissances croisées au pensionnat, celles qu'on appelle maintenant, avec un demi-sourire de pitié, les invendues. Oh, bien sûr, on ne le dit pas ainsi. On dit qu'elles sont restées filles, trop prises par leurs œuvres, ou très attachées à leur père. Mais tout le monde sait. À 30 ans, elles deviennent invisibles. À 40, elles deviennent décoratives. À 50, elles deviennent embarrassantes. Les historiens s'interrogent encore. Combien étaient-elles, ces femmes laissées hors du marché conjugal pour cause de dot insuffisantes, de santé douteuse, de beauté jugée moyenne ou tout simplement de tempérament trop affirmé? Certaines archives paroissiales mentionnent des proportions inquiétantes de femmes célibataires dans les régions rurales, et plus on monte dans la hiérarchie sociale, plus l'exclusion devient pernicieuse. Prenez Miss Caroline Helms, par exemple. À 19 ans, elle était considérée comme prometteuse. Bonne éducation, silhouette mince, regard doux. Mais son père a mal investi dans les mines de plomb et sa dot a fondu comme beurre en été. Elle a été discrètement retirée de la saison suivante. À 22 ans, elle vivait avec sa sœur mariée. À 30, elle a ouvert un petit salon de thé discret, où elle vend du pain d'épices et des napperons brodés. Elle sourit toujours, mais ses yeux regardent ailleurs. Et puis, il y a Lady Margaret, bien née, fort cultivée, qui parlait couramment le grec ancien, mais ne savait pas rougir à volonté. On raconte qu'elle a refusé 3 prétendants parce qu'elle n'aimait pas leur manière de parler aux domestiques. Elle vit aujourd'hui dans une maison pleine de livres, de chats et de plantes aromatiques. Certains disent qu'elle est excentrique, d'autres qu'elle est dangereusement libre. Une anecdote frappante. Dans une lettre de 1879, une femme célibataire décrit une réunion entre invendus où chacune devait apporter un objet représentant ce qu'elle aurait offert à un mari s'il avait existé. Le résultat, un éventail brisé, une boîte de poèmes, une nappe brodée et un miroir sans teint. Elles ont ri. Un peu. Mais derrière ces sourires polis
se cachait une vérité cruelle. Une femme non mariée n'avait pas vraiment d'existence légale. Elle dépendait de la générosité de sa famille, n'avait pas le droit de voter, de gérer un bien ou même de voyager seule dans certains contextes. Elle devenait une sorte de fantôme administratif, une exception à la règle du foyer. Et vous, parfois, vous vous demandez ce qu'il serait advenu de vous si Mr. Henley ne s'était pas montré intéressé. Auriez-vous fini comme tante Edith, qui vit dans l'aile froide de la maison de son frère, cousant en silence, collectionnant les timbres et les regrets? Ou auriez-vous fui, comme cette cousine étrange partie aux Indes, prétendument pour évangéliser les enfants, mais que l'on soupçonne d'avoir simplement voulu respirer ailleurs? Les historiens débattent toujours sur le degré d'autonomie de ces femmes laissées pour compte. Certaines fondèrent des œuvres caritatives, d'autres enseignèrent, d'autres encore vécurent en colocation féminine étonnamment moderne. On les appelle parfois les premières féministes par défaut, pas par choix, mais par refus de disparaître. Vous croisez l'une d'elles chez le médecin du village. Elle s'appelle Miss Rosewood. Elle porte des gants violets et un chapeau un peu démodé. Elle vous regarde avec un sourire qui ne vous juge pas. C'est rare. Elle dit, d'une voix douce, « Et comment va la vie conjugale? Pas trop étroite. » Vous hésitez à répondre. Puis vous dites simplement, « Elle tient dans une tasse à thé. » Elle rit, et vous aussi. Et ce rire-là, même bref, vous fait du bien, parce qu'il n'y a rien de plus étouffant que l'illusion du succès, et rien de plus doux qu'un instant partagé entre deux femmes conscientes du théâtre dans lequel elles évoluent. À votre retour, votre mari vous demande si vous avez vu la nouvelle charrette des voisins. Vous hochez la tête, et dans votre esprit, le chapeau violet de Miss Rosewood vous accompagne toute la soirée. Un matin brumeux, vous êtes dans le jardin d'hiver, observant distraitement une araignée construire sa toile entre deux plantes en pot. Elle travaille avec méthode, sans poser de questions. Vous l'enviez presque, car à ce moment précis, vous envisagez sérieusement la fuite. Pas de manière dramatique, pas de valise lancée par la fenêtre ou de lettre d'adieu trempée de larmes. Non, une fuite douce, à peine perceptible. Une disparition progressive du rôle qu'on vous a assigné. Mais comment s'évade-t-on d'un mariage victorien quand on est une femme respectable? Réponse. Discrètement, avec des pincettes, beaucoup de stratégie et, parfois, un rhume nerveux. Les historiens s'amusent parfois de cette épidémie de mots vagues qui frappait les épouses de la bonne société. Migraines mystérieuses, troubles digestifs, fatigue chronique, crise de nerfs ponctuelle. Des affections idéales pour éviter un dîner, une visite ou un époux. Votre cousine Béatrice, par exemple, a feint la grippe pendant 3 semaines pour ne pas assister à un séjour chez la belle famille. Elle a été récompensée par une cure à Bath et un nouveau châle. Et vous inventez parfois des jours de repos. Vous restez dans votre chambre, feignant une migraine, et vous écrivez dans un cahier caché derrière les rideaux. Des pensées, des souvenirs, des plans. Ce n'est pas une révolution. C'est une soupape. Mais certaines vont plus loin. Prenez Lady Anstruther, mariée à un homme si ennuyeux qu'on le soupçonnait d'avoir une âme en papier mâché. Elle a trouvé refuge dans la correspondance. Elle écrivait des lettres passionnées. Au facteur. Oui, au facteur. Un jeune homme poli, discret, qui lui répondait en vers. Leur liaison a duré 3 ans, jusqu'à ce qu'il soit transféré à Norfolk. Elle est tombée malade de tristesse. Officiellement, bien sûr, c'était la goutte. Une autre anecdote, presque trop romanesque pour être vraie. Une jeune épouse s'est enfuie en pleine nuit, déguisée en servante, pour rejoindre un ancien prétendant devenu professeur à Oxford. Elle a été retrouvée 3 jours plus tard dans une auberge, lisant à haute voix des poèmes allemands à des enfants fascinés. On l'a ramenée. On a dit qu'elle avait perdu la raison momentanément. Elle a passé le reste de sa vie dans une résidence surveillée, entourée de coussins. Mais parfois, l'évasion est mentale. Une amie vous confie un jour, à voix basse, « Je voyage dans ma tête, au rythme de mes broderies.
Un jour, je suis en Égypte, un autre à Florence. Mon mari croit que je fais des châles. En fait, je fais des bagages. Vous la comprenez? Vous avez brodé une carte imaginaire sur votre mouchoir. Les historiens ne s'accordent pas sur la fréquence réelle de ces micro-rébellions. Trop peu documentées, souvent dissimulées. Mais les journaux intimes, quand ils survivent, laissent entrevoir un réseau silencieux de femmes qui détournèrent les règles comme on contourne un marécage, avec prudence mais détermination. Et parfois, la complicité entre femmes devient une bouée. Votre voisine, Mabos Clarendon, vous offre un jour un livre interdit, un roman français, rempli de femmes trop libres et d'hommes trop beaux. Vous le lisez en cachette, dans la remise. Ce n'est pas très bon, mais c'est grisant. Vous êtes ailleurs. Un jour, un peintre est engagé pour faire le portrait de votre mari. Il est jeune, il a les doigts tachés d'encre, et il vous regarde comme si vous étiez autre chose qu'un meuble bien ciré. Rien ne se passe. Mais pendant 2 semaines, vous vous maquillez un peu plus. Vous souriez sans raison. Puis il part, et la poussière retombe. Mais ce petit frisson, ce minuscule écart dans le tissu tendu de votre quotidien, vous le gardez en vous comme une perle cousue à l'envers. Invisible, mais précieuse. Une anecdote douce amère. Une dame du Hampshire a fondé un cercle de lecture secret pour femmes mariées frustrées. Elle se retrouvait, sous prétexte de tricoter, et lisait à haute voix des extraits de romans interdits. Elles s'appelaient entre elles les femmes de papier. Personne ne les a jamais dénoncées. Et vous commencez à griffonner des histoires dans un carnet. Rien de compromettant. Des scènes imaginaires, des dialogues possibles, des endroits qui n'existent pas. Vous les relisez le soir, en silence. C'est votre manière à vous de franchir la grille sans ouvrir le portail. Votre mari ne remarque rien. Il trouve que vous avez bonne mine. Vous hochez la tête. Et dans votre esprit, vous vous éloignez lentement, à dos d'éléphant ou en montgolfière. La destination n'a pas d'importance. C'est le mouvement qui compte. Lentement, imperceptiblement, tout commence à se fissurer. Ce n'est pas un grand fracas, pas une révolte flamboyante, ni une révolution tapageuse. Non, c'est une lente désagrégation, comme un vieux parchemin qui se délite entre les doigts. Le marché matrimonial victorien, cette énorme machine huilée par les dots, les balles, les réputations et les robes empesées, commence à grincer. Vous ne le réalisez pas tout de suite. Il faut tendre l'oreille, écouter les chuchotements qui deviennent de plus en plus audibles dans les salons feutrés. Une jeune veuve refuse de se remarier. Une autre épouse quitte la ville pour vivre, entre amis, dans le Devonshire. Une jeune fille ose dire qu'elle veut gagner sa vie comme illustratrice. Les convenances plissent le front, mais ne hurlent plus. Le changement commence par des soupirs partagés autour du thé. Et vous le sentez aussi. Quelque chose se relâche. Pas votre corset. Ça, hélas, il est encore là, mais une forme d'étreinte sociale invisible qui perd un peu de sa force. Votre voisine, Mrs. Clarendon, vous apprend que sa nièce a demandé une séparation. Une séparation. Ce mot qui, il y a quelques années à peine, faisait s'étrangler les commères et tomber les lorgnettes. Désormais, on le prononce à mi-voix, suivi d'un « elle est très courageuse », murmuré avec un mélange d'horreur et d'envie. Les historiens se penchent sur cette phase de transition complexe, marquée par l'émergence de droits timides pour les femmes mariées. Le Married Women's Property Act, les premières discussions autour du divorce civil, les voix croissantes des suffragettes encore embryonnaires. Rien n'est réglé, mais tout commence à bouger. Et dans les salons de la bonne société, on le sent. Les jeunes filles deviennent moins dociles. Certaines refusent un prétendant bien né pour des raisons personnelles. D'autres osent parler de métier. Les tantes froncent les sourcils. Les mères soupirent. Et vous souriez. Parce que ce système qui vous a façonné, corseté, exposé,
puis figé dans un rôle qui n'était jamais tout à fait le vôtre. Eh bien, il se défait à petits pas, comme un nœud trop serré qu'on défait fil par fil. Une anecdote significative. Un journal londonien de 1849 publie un article intitulé « Faut-il épouser une dot ?» Le ton est moqueur, mais le fond est sérieux. Pour la première fois, on interroge l'idée que le mariage doit forcément être une opération financière. C'est un frémissement, un murmure de tempête, et vous, dans votre manoir désormais un peu poussiéreux, vous recevez une lettre de votre nièce. Elle a 18 ans. Elle veut apprendre à devenir infirmière. Elle admire Florence Nightingale. Elle vous demande ce que vous en pensez. Et vous lui écrivez « N'aie pas peur de sortir de la ligne. Parfois, ce sont les pas de côté qui mènent le plus loin. » Votre mari lit parfois le journal en marmonnant contre ses idées nouvelles. Mais il vous laisse tranquille. Il vous observe avec une forme de respect timide, peut-être de la crainte. Il ne vous connaît pas. Il ne vous a jamais vraiment connu. Mais ce n'est plus un problème. Les tasses de thé se font plus silencieuses, les conversations plus floues. On ne parle plus systématiquement de mariage à venir. On parle de lecture, de promenade, d'amitié durable. Une petite révolution dans les mots. Vous n'avez pas fui. Vous êtes resté. Mais vous n'êtes plus tout à fait la même. Vous n'êtes plus cette jeune femme vitrine que l'on montrait du doigt lors des bals. Vous êtes devenu autre chose. Quelqu'un qui regarde le monde avec lucidité, avec tendresse aussi. Et alors que le jour tombe sur le jardin et que les ombres s'allongent sur les allées de gravier, vous laissez la fenêtre entr'ouverte. L'air du soir entre doucement. Il sent la menthe, la terre fraîche et quelque chose d'indéfinissable, la fin d'une époque. Vous allumez une bougie, vous relisez un roman interdit, vous souriez, et, pour la première fois depuis longtemps, vous ne pensez pas à demain. La lumière décline doucement. Le manoir s'apaise, les murs respirent un silence ancien, et les pensées s'étirent comme des chats sur un coussin chaud. Dans ce monde victorien, si codifié, si corseté, vous avez navigué sans fracas, mais non sans conscience. Vous avez vu les ficelles, ressenti les coutures, soupiré sous les couches de convenance, et malgré tout, vous êtes resté debout. Les rideaux flottent lentement sous la brise. Votre regard se perd au-delà du jardin, vers quelque chose d'invisible, mais proche. Un avenir plus souple, un monde moins pesant. Vous inspirez, longuement, le souffle calme, le cœur ralenti. Tout cela est si loin désormais. Les bals étouffants, les sourires crispés, les conversations à double fond. Vous les laissez s'estomper, doucement comme un parfum trop sucré qui s'efface. Ce soir, vous n'avez rien à prouver, ni à séduire, ni à accepter, seulement à dormir. Alors, glissez-vous sous vos draps. Fermez les yeux. La nuit est là, paisible. Et dans ce grand silence tamisé, une voix vous chuchote doucement. Vous avez fait ce que vous avez pu. C'était assez. C'est terminé.